4 minutes à peine le temps d'un battement, et pourtant elles allaient marquer les années à venir. Donald Trump venait d'achever une attaque d'une brutalité assumée contre Sébastien Lecornu, et la ligne française sur l'Ukraine affichant ce sourire dominateur certain d'assister à une reddition prévisible, mais le déroulement bascula soudainement lorsque Lecornu se leva et prononça quelques mots qui figèrent instantanément toute la délégation américaine. Ce n'était plus un simple échange entre responsables politiques, mais un moment de bascule, celui où une France renouvelée faisait comprendre au monde qu'elle n'accepterait plus d'être intimidée, scène qui se déroulait lors du sommet du G20 à Buenos Aires, le 15 septembre 2025, un rendez-vous que Trump considérait comme l'occasion parfaite pour réaffirmer la domination américaine fidèle à ses méthodes retrouvées depuis son retour au pouvoir, mettre sous pression les partenaires européens, critiquer leur choix et les pousser à céder avec une attention particulière portée à la France devenue une cible idéale en raison de ce Premier ministre jugé inexpérimenté à la tête d'un pays en crise et quelques jours auparavant dans sa résidence de Mar-a-Lago, il peaufinait déjà cette offensive avec ses conseillers les plus proches convaincus que tout se déroulerait exactement comme prévu. Installé devant les rapports des services américains, Donald Trump ne cachait pas son mépris à ses yeux. Sébastien Lecornu n'était qu'un acteur secondaire sans envergure. À peine 39 ans, quasiment aucune crédibilité internationale et derrière lui une nation secouée par des crises internes pour Trump, l'affaire était entendue. Il céderait en quelques instants. La stratégie ne brillait pas par sa complexité, exposer la France sur le dossier ukrainien, souligner les incohérences du Premier ministre et contraindre Paris à s'aligner docilement sur Washington. Fort de ses précédentes confrontations avec Emmanuel Macron qu'il estimait avoir dominé, il se persuadait que ce nouveau dirigeant serait encore plus malléable. Pourtant, il se trompait lourdement car il n'avait pas perçu que Lecornu ne jouait pas dans la même catégorie que son prédécesseur. Depuis des mois, ce dernier observait attentivement les mécanismes de Trump, disséquait ses méthodes de pression, identifiait ses failles, et surtout, il avait compris un point essentiel que peu soupçonner derrière cette posture conquérante se cachait une faiblesse majeure, l'incapacité à tolérer la contradiction en public. Pendant que le sommet suivait son cours habituel économie, commerce, climat de Lecornu, adopter un profil bas, noté méthodiquement, écouté sans interrompre, donnant l'impression d'un novice encore en phase d'apprentissage face à des dirigeants aguerris. Et c'était précisément cette attitude que Trump espérait. Lorsque l'horloge afficha 16h30, il saisit l'occasion lors de la session consacrée à la sécurité internationale et à l'Ukraine, prenant de la parole avec son ton condescendant familier. « Mes chers collègues, il est temps de parler franchement de la situation en Ukraine et du rôle de chacun. » Immédiatement, son regard se fixa sur Lecornu et toute l'Assemblée comprit que la cible était désignée. Sans le nommer explicitement, il lança « Certains en Europe, vous savez de qui je parle, affirment soutenir Kiev, mais leurs actes racontent une toute autre histoire. » Poursuivant avec une précision presque chirurgicale chaque phrase pensée pour rabaisser. Il opposa l'engagement américain fait de milliards et d'armements sophistiqués à ce qu'il décrivait comme l'inaction de certains alliés réduits selon lui à de simples déclarations creuses, insinuant clairement que la France ne faisait pas sa part. Puis il enchaîna en visant directement Lecornu, évoquant ces dirigeants européens jeunes et inexpérimentés qui parlent beaucoup sans agir réellement, ajoutant que l'Ukraine n'avait pas besoin de discours mais de véritables leaders avant de conclure, en accusant certains gouvernements d'être trop absorbés par leurs problèmes internes, une allusion transparente aux mouvements sociaux qui paralysaient la France pendant que, selon lui, l'Ukraine continuait de payer le prix du sang. Avec une pointe de mépris à peine voilée, Donald Trump lâcha que certains feraient mieux de délaisser leurs conflits sociaux pour réellement soutenir l'Ukraine, insinuant que la victoire serait déjà acquise autrement. Et l'attaque lancée en pleine lumière atteignit son objectif exposé et rabaissé. Puis vint la menace presque mécanique comme un rituel. Bien rodé selon lui, les États-Unis n'avaient pas vocation à assumer seuls le poids de la défense européenne et les alliés devaient désormais choisir entre prendre leur part ou risquer de voir Washington revoir son engagement. Satisfait de son effet, il se rassit arborant ce sourire de domination, persuadé d'avoir verrouillé la situation. Dans la salle, les représentants européens observaient Sébastien Lecornu avec un mélange d'attente et de compassion, se demandant comment ce dirigeant encore jeune allait encaisser une telle mise en cause publique. Puis survint l'imprévu. Sans demander la parole, sans un regard vers la présidence de séance, Lecornu se leva lentement, posa les mains sur la table et fixa Trump droit dans les yeux, provoquant un silence presque irréel dans toute la salle.
Lorsqu'il prit la parole, sa voix était posée mais tranchante. Il remercia d'abord le président américain pour cette leçon supposée sur l'engagement international, ajoutant avec une ironie subtile que ses propos prenaient une valeur particulière, venant d'un dirigeant aussi expérimenté, une politesse apparente, qui dissimulait une tension immédiatement perceptible et qui instinctivement fit se raidir Trump. Sans détour, le cornu enchaîna en retournant le concept même de leadership contre son interlocuteur, proposant de rappeler quelques épisodes récents de la politique américaine. Il évoqua le retrait chaotique d'Afghanistan, l'abandon des alliés kurdes en Syrie, ou encore les menaces de retrait de l'OTAN conditionnées à des contributions financières, autant de rappels qui firent vaciller l'assurance du président américain. Puis, poursuivant sans jamais quitter son regard, il aborda l'engagement français en soulignant son enracinement historique, rappelant que la France avait soutenu l'Amérique à ses débuts, bien avant qu'elle ne devienne une puissance mondiale, contribuant même à son indépendance face à la Grande-Bretagne, transformant ainsi une attaque initiale en une démonstration implacable. La réplique avait des allures de gifle historique. Sébastien Lecornu enchaîna sans ralentir, retournant chaque argument avec une précision froide. Il invita Donald Trump à comparer les efforts financiers réels en proportion des richesses nationales, ainsi que l'accueil des réfugiés ukrainiens rapportés à la population des données, qui, une fois évoqués, ne laissaient guère de place à la contestation. Puis, il attaqua sur le terrain du leadership, interrogeant l'absence d'initiative américaine au moment de fédérer les Européens ou de rallier les États encore hésitants, laissant volontairement planer un silence lourd pour que la question s'impose d'elle-même. Et lorsque Trump tenta de reprendre la main, le cornu élargit brutalement le champ, puisqu'on parlait de crise interne. Pourquoi ne pas examiner celle des États-Unis? Il enchaîna alors implacable, évoquant les fusillades récurrentes, les citoyennes privées de soins, faute de couverture médicale ou encore les taux d'incarcération élevés comparés aux autres nations développées, avant d'étendre son propos à la politique étrangère américaine, rappelant les mensonges sur les armes en Irak, le désordre semé au Moyen-Orient et les conséquences ayant favorisé l'essor de groupes extrémistes. Chaque phrase frappait avec la précision d'un coup calculé jusqu'à ce qu'il pose la question décisive. Celle qui fit basculer l'atmosphère, il demanda si un pays ayant porté au pouvoir à 2 reprises, un dirigeant confronté à des dizaines d'accusations judiciaires pouvait réellement prétendre donner des leçons de gouvernance au reste du monde. Le silence qui suivit fut presque oppressant, Trump perdant de sa superbe, tandis que son entourage évitait les regards visiblement déstabilisés par une attaque aussi frontale. Pourtant, le cornu reprit aussitôt, précisant qu'il ne cherchait pas à attaquer l'Amérique, mais à défendre la France et à rappeler certaines réalités, coupant court à toute tentative d'interruption en exigeant d'aller au bout de son propos. Il affirma alors que la France n'avait de compte à rendre à personne sur son engagement en Ukraine, rappelant la présence de ses soldats, l'implication de ses ingénieurs et le travail de ses diplomates, tout cela accompli sans mise en scène ni recherche de reconnaissance. S'approchant du micro, il conclut en opposant 2 visions d'un côté, une aide motivée par le sens du devoir et la solidarité de l'autre, un soutien guidé par des intérêts stratégiques, soulignant que là où la France voyait un partenaire à protéger, les États-Unis percevaient avant tout une opportunité. Dans cette confrontation, Sébastien Lecornu renversa totalement la perspective. Selon lui, là où certains voyaient une opportunité économique, la France percevait un devoir moral. Puis, il marqua un silence calculé avant d'aborder ce qu'est selon lui le véritable leadership. Un dirigeant digne de ce nom ne menace pas ses partenaires, il les entraîne, il ne les rabaisse pas devant tous, il leur accorde du respect, et au lieu de les contraindre, il construit avec eux. Chaque mot frappait avec une précision redoutable jusqu'à ce qu'il s'adresse directement à Donald Trump, soulignant le contraste brutal entre la puissance qu'il incarnait et l'attitude qu'il adoptait, évoquant une autorité sans élégance, une domination dépourvue de légitimité morale. Puis, vint la question qui scella l'échange: quelle est réellement la différence entre un chef et un tyran? L'un rassemble quand l'autre fracture, l'un élève ses alliés, tandis que l'autre les écrase, l'un suscite l'admiration. Alors que l'autre impose la crainte, et face à cette opposition, Lecornu posa calmement la question ultime, invitant Trump à se définir lui-même. Tentant de réagir, le président américain se leva, mais la colère brouillait ses mots, rendant sa réponse incertaine. Lorsqu'il tenta de protester, Lecornu le coupa net, affirmant avec fermeté qu'il parlait au nom d'une nation qui n'avait jamais craint de dire la vérité même, face à la première puissance mondiale, rendant toute tentative de reprise du contrôle vaine malgré les efforts du président du G20 pour apaiser la situation.
Reprenant ensuite sa place avec calme bras croisés, il laissa Trump debout, déstabilisé, incapable de trouver ses mots, une scène inédite pour celui qui dominait habituellement les échanges. Dans les heures qui suivirent à Buenos Aires, la réaction médiatique fut immédiate et mondiale. Certains parlaient d'humiliation, d'autres d'une déconstruction en règle du président américain, tandis que plusieurs observateurs évoquaient l'émergence d'un nouveau visage du leadership européen. Mais c'est aux États-Unis même que l'impact se révéla le plus significatif. En parallèle, dans les coulisses, une transformation bien plus profonde s'amorçait, les capitales européennes s'activaient, multipliant les échanges pour coordonner une réponse commune. Bruxelles sollicitant Paris-Berlin, envisageant un leadership français, Rome proposant un rapprochement stratégique, et même Londres, malgré ses choix passés, cherchant à se rapprocher de cette France désormais audacieuse. Pendant ce temps, à Washington, dans les profondeurs du Pentagone, des responsables militaires se réunissaient en urgence, inquiets de voir leurs alliés remettre en cause l'équilibre établi, se demandant ce que deviendrait leur stratégie si l'Europe commençait à s'opposer ouvertement, marquant ainsi un tournant inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où la solidité automatique de l'Alliance atlantique semblait pour la première fois remise en question. Pendant que la scène internationale s'enflammait dans les bureaux feutrés de la CIA à Langley, une agitation fébrile s'installait, les analystes tentaient de décrypter l'énigme Sébastien Lecornu, cet homme qui venait de défier et de déstabiliser Donald Trump en pleine lumière. Ils s'interrogeaient sur son parcours, sur l'origine de son assurance, sur d'éventuels réseaux d'appui, avant de faire une découverte aussi déroutante qu'inquiétante, presque rien. Aucun profil solide, aucune trace significative, comme s'il avait échappé à leur vigilance. Et c'est précisément cette invisibilité qui avait rendu son intervention si redoutable. En France, l'impact fut immédiat et spectaculaire. En l'espace de 2 jours, sa popularité bondit de manière fulgurante, passant d'un soutien modeste à une adhésion massive, et fait encore plus surprenant, même ses adversaires politiques commencèrent à lui reconnaître du mérite. Ainsi, Marine Le Pen admit non sans réserve qu'elle désapprouvait ses choix, mais saluait sa défense des intérêts nationaux, tandis que Jean-Luc Mélenchon se félicitait enfin de voir un responsable français tenir tête à Washington, créant une convergence inattendue qui troublait profondément les cercles du pouvoir. Depuis sa retraite, Emmanuel Macron observait cette ascension avec un mélange d'amertume et de fascination, voyant son successeur incarner en quelques instants ce qu'il n'avait jamais réussi à imposer durablement, une image de fermeté et de respect à l'international. Parmi ses anciens soutiens, les sentiments étaient partagés entre satisfaction et regret, certains saluant la réussite du protégé, d'autres reconnaissant que leur ancien leader avait manqué d'audace. Mais c'est à Washington que le choc fut le plus brutal. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, l'atmosphère était lourde, presque funèbre. Les proches de Trump comprenaient qu'ils venaient d'assister à un moment charnière, au point que l'un d'eux osa suggérer avec prudence l'idée d'excuses publiques proposition, qui provoqua une réaction immédiate et explosive du président, refusant catégoriquement toute forme de recul face à ce qu'il considérait comme un affront. Pourtant, derrière cette colère, une réalité s'imposait, son autorité venait d'être sérieusement ébranlée. Plus inquiétant encore pour lui, les critiques ne venaient plus seulement de l'extérieur, mais de son propre camp, où plusieurs élus républicains commençaient à exprimer leur malaise, certains reconnaissant en privé la difficulté de défendre un dirigeant ainsi mis en difficulté sur la scène internationale, signe que la fissure s'élargissait jusque dans ses soutiens les plus proches. Pour la première fois depuis son retour à la tête des États-Unis, Donald Trump donnait l'impression de perdre pied, comme si l'équilibre qui lui avait toujours permis de dominer la scène politique vacillait soudainement. Du côté des démocrates, l'embarras était palpable, difficile d'attaquer un président déjà publiquement mis en difficulté par un dirigeant étranger avec une efficacité redoutable. Retiré dans son Delaware natal, Joe Biden observait les images en boucle partagées entre admiration et regret, allant jusqu'à confier à ses proches qu'il aurait aimé être celui qui inflige ce revers. Pendant ce temps, Sébastien Lecornu prenait la mesure d'un succès qui dépassait largement ses attentes. Les sollicitations affluaient de toutes parts. Volodymyr Zelensky souhaitait le rencontrer en urgence. Le chef du gouvernement britannique réclamait un échange direct. Et même le secrétaire général de l'ONU demandait à le voir. En l'espace de quelques minutes, le dirigeant français s'était retrouvé au centre de l'attention mondiale. Mais le message qui le toucha le plus provenait de Paris. À l'Assemblée nationale, ses opposants acceptaient, fait inédit, de suspendre leurs offensives politiques, certains reconnaissant qu'on ne s'attaque pas à celui qui vient de redonner de la fierté au pays. Cette parenthèse inattendue lui offrait une liberté d'action exceptionnelle rarement accordée à un Premier ministre.
3 jours après les événements de Buenos Aires, Trump tenta de reprendre l'initiative en organisant une conférence de presse à la Maison-Blanche, espérant reprendre le contrôle du récit, mais il se heurta à une presse américaine transformée visiblement inspirée par la fermeté française. Les questions fusèrent incisives, mettant en lumière son silence et suggérant même une forme de faiblesse face à Lecornu, poussant le président à se défendre maladroitement en minimisant son adversaire et en décrivant la France comme en crise, une stratégie qui, loin de convaincre, accentuait son malaise. Plus il parlait, plus il semblait s'enliser, trahissant une tension et une irritation évidentes, et les journalistes comprirent qu'ils avaient trouvé son point sensible. L'évocation répétée de cet affront lui était insupportable, tandis que les répercussions se propageaient bien au-delà des États-Unis au Canada. Justin Trudeau osa refuser publiquement une exigence commerciale américaine jugée excessive en Allemagne. Olaf Scholz appela à renforcer l'indépendance stratégique européenne et en Italie, Giorgia Meloni évoqua la nécessité d'affirmer une dignité européenne face aux pressions venues de Washington, signe que l'effet déclenché dépassait largement le cadre d'un simple affrontement verbal. C'est pourtant à des milliers de kilomètres de l'Europe que l'onde de choc prit une dimension inattendue en Asie, les équilibres semblaient vaciller. Le Japon, fidèle partenaire de Washington, commença à évoquer ouvertement une ligne diplomatique plus autonome, tandis que la Corée du Sud remettait en question certains piliers de sa coopération militaire avec les États-Unis et même l'Australie, pourtant solidement ancrée dans les alliances occidentales, s'interrogeait désormais sur le degré de sa dépendance stratégique. Le signal envoyé était limpide: si Paris pouvait tenir tête à Washington, rien n'empêchait les autres d'en faire autant. Ironie du sort, Sébastien Lecornu lui-même n'avait pas anticipé une telle portée. À bord de l'avion qui le ramenait en France, il confia à ses proches qu'il pensait simplement défendre l'honneur national sans imaginer déclencher une réaction d'ampleur mondiale, ce à quoi son directeur de cabinet répondit que son geste avait libéré une parole contenue chez de nombreux dirigeants et servi de modèle. À son arrivée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, l'accueil prit des allures de célébration populaire malgré l'heure tardive. Une foule dense s'était rassemblée et pour la première fois depuis longtemps, l'hymne national résonnait avec sincérité et fierté, loin de toute ironie. Ces images firent rapidement le tour du globe, symbolisant un basculement profond dans l'état d'esprit français. Le lendemain, devant une Assemblée nationale pleine à craquer, Lecornu prit la parole dans une atmosphère presque solennelle, rappelant que ce qui s'était exprimé à Buenos Aires n'était pas un homme, mais une nation refusant de plier, déclenchant une ovation transpartisane inédite, où droite et gauche habituellement opposées se levèrent ensemble. Marine Le Pen suivie de Jean-Luc Mélenchon, entraînant tout l'hémicycle dans un même mouvement scellant une réconciliation politique que beaucoup pensaient impossible. Mais le moment le plus marquant survint à la fin de la séance lorsque Yaël Braun-Pivet proposa un vote de confiance exceptionnel dont le résultat fut sans précédent, une majorité écrasante, jamais atteinte sous la Ve République, consacrant Lecornu comme une figure incontestée. Dans les semaines suivantes, les signes de transformation se multiplièrent, les blocages sociaux disparurent, l'économie retrouva de la stabilité, les marchés repartirent à la hausse et l'opinion publique se redressa au point que pour la première fois depuis longtemps, l'identité nationale redevint une source de fierté assumée. 6 mois après la scène de Buenos Aires, le paysage transatlantique ne ressemblait plus à celui d'avant. Ce qui relevait autrefois d'une relation déséquilibrée s'était transformé en un rapport bien plus symétrique entre partenaires. Et tout cela avait émergé d'un moment fulgurant à peine quelques minutes où la France avait osé briser le schéma établi. Partout, les critiques à l'égard de Donald Trump se faisaient plus audibles, y compris dans son propre camp, certaines reconnaissant qu'un dirigeant français avait simplement exprimé ce que beaucoup pensaient, sans oser le dire. En France, les conséquences furent encore plus frappantes. Les blocages sociaux disparurent presque du jour au lendemain, les travailleurs reprirent leur activité, la Bourse de Paris bondit spectaculairement et surtout une conviction nouvelle s'installa dans l'opinion publique, celle d'avoir enfin un dirigeant capable de tenir tête à Washington. Dans les rues de la capitale, certains témoignaient devant les caméras retrouver un sentiment oublié depuis longtemps, la fierté nationale. En quelques instants, Sébastien Lecornu s'était imposé comme la figure européenne, ayant osé affronter Trump sans pour autant céder à l'euphorie, insistant auprès de ses proches sur le fait qu'il ne s'agissait ni d'un affront personnel ni d'un coup d'éclat calculé, mais d'une nécessité visant à rappeler que l'Europe n'était plus soumise. Pendant ce temps, à Washington, Trump tentait de reprendre la main lors d'une conférence de presse, mais se retrouvait acculé par des journalistes focalisés sur cet affrontement,
multipliant les questions sur son silence et évoquant la possibilité d'excuses envers les Alliés. Sa réponse cherchant à minimiser son adversaire et à décrédibiliser la situation française produisit l'effet inverse. Plus il parlait, plus transparaissait sa nervosité et son irritation, confirmant que les paroles de Lecornu avaient atteint leur cible. À l'opposé, le Premier ministre français recevait des marques de soutien venues du monde entier. Volodymyr Zelensky le remercia personnellement, le dirigeant allemand salua son attitude et même Xi Jinping fit parvenir un message respectueux. En l'espace de quelques minutes, Lecornu s'était imposé comme un acteur majeur de la scène internationale et l'effet le plus significatif se manifesta au sein même de l'Alliance Atlantique. Encouragés par cet exemple, plusieurs pays européens commencèrent à résister plus ouvertement aux demandes américaines, marquant ainsi un tournant durable dans l'équilibre des relations internationales. Le basculement se confirma rapidement. Allemagne refusa d'intensifier ses acquisitions d'armements américains, tandis que l'Italie rejeta ouvertement les pressions visant ses échanges commerciaux avec la Chine, révélant une évidence nouvelle pour l'Europe. Il était possible de s'opposer à Washington sans provoquer de catastrophe globale. 6 mois après Buenos Aires, l'équilibre transatlantique s'était redéfini, laissant place à une relation plus équilibrée, loin de toute logique de dépendance, et ce tournant trouvait son origine dans quelques minutes de détermination française. Pourtant, l'histoire prenait une tournure inattendue car l'impact le plus profond ne concernait pas seulement les relations internationales, mais aussi Donald Trump lui-même, habitué à dominer et à intimider. Il faisait pour la première fois l'expérience d'une humiliation publique, une blessure qui semblait le consumer intérieurement. Dans les semaines suivantes, ses proches observèrent une évolution préoccupante. Il développait une fixation sur Sébastien Lecornu, surveillant chacune de ses prises de parole et réagissant violemment dès que leur confrontation était évoquée, allant jusqu'à répéter qu'il fallait l'abattre politiquement, ce qui alarmait même ses conseillers. 1 mois après les événements, lors d'un rassemblement en Floride, il franchit un cap devant des milliers de partisans. Il laissa éclater sa colère, promettant de faire plier la France et de lui montrer la puissance américaine. Des propos applaudis sur le moment, mais immédiatement captés par les caméras. La diffusion de ces images fut fulgurante et les conséquences désastreuses en menaçant ouvertement un allié. Il confirmait précisément les critiques formulées contre lui, y compris dans son propre pays, où des médias, même conservateurs, dénoncèrent ce comportement, certains estimant qu'il validait les accusations françaises. En Europe, la réaction fut instantanée et sans ambiguïté. Pour la première fois depuis des décennies, les États membres de l'Union européenne s'exprimèrent d'une seule voix pour condamner ces propos jugés inacceptables, tandis que l'OTAN, dans un message mesuré mais lourd de sens, rappela un principe fondamental entre alliés: le respect ne se négocie pas. Là où beaucoup auraient choisi la confrontation directe, Sébastien Lecornu opta pour une stratégie bien plus redoutable, la retenue. Sans hausser le ton, il répondit depuis Matignon avec une élégance presque désarmante, exprimant simplement son regret face à l'attitude du président américain et rappelant que la France, même face à l'erreur, ne cessait jamais de tendre la main à ses partenaires. Cette posture empreinte de dignité s'avéra bien plus déstabilisante qu'une attaque frontale infligeant à Donald Trump un revers politique d'une rare intensité. Aux États-Unis, les répercussions furent immédiates. Déjà fragilisés, plusieurs élus républicains commencèrent à prendre publiquement leur distance, à l'image de Paul Ryan qui dénonça une manière inacceptable de traiter des alliés, tandis que Ron DeSantis, pourtant en compétition politique avec Trump, se vit contraint de rappeler l'importance du respect entre démocraties. Dans ce climat sous tension, un événement allait porter un coup décisif. Le 5 novembre 2025, une enquête du The Washington Post révéla à partir de fuites internes que Trump avait mobilisé la CIA pour fouiller la vie privée de Lecornu à la recherche d'éléments compromettants, et plus grave encore qu'il avait demandé au Pentagone d'envisager des mesures économiques ciblées contre la France, traitant ainsi un allié comme un adversaire stratégique. Le scandale fut immense, franchissant une limite que même ses soutiens les plus fidèles ne pouvaient ignorer, conduisant le Congrès, y compris des membres de son propre parti, à adopter une résolution de blâme, une décision exceptionnelle dans l'histoire politique récente. En France, la réaction fut à la hauteur du choc. Lecornu convoqua immédiatement l'ambassadeur américain pour obtenir des explications avant d'annoncer une décision hautement symbolique, l'annulation de la visite d'État prévue pour 2026, affirmant avec sobriété que la France n'accueille pas ceux qui cherchent à la surveiller, une déclaration qui fit le tour du monde et accentua encore l'embarras de Trump. Mais le coup le plus dur venait de l'intérieur le 20 novembre.
un groupe de sénateurs républicains publia une lettre ouverte appelant le président à retrouver la dignité attachée à sa fonction, parmi lesquelles des figures majeures comme Mitch McConnell et Lindsey Graham, jusqu'alors considérés comme des soutiens indéfectibles, signe que la rupture était désormais profonde. Le même jour, Sébastien Lecornu fit une entrée triomphale au Parlement européen de Strasbourg, accueilli comme une figure quasi héroïque. Son intervention placée sous le signe d'une Europe souveraine et respectée déclencha une ovation rare rassemblant l'ensemble de l'échiquier politique des extrêmes jusqu'au centre. Dans un discours ferme, il affirma que le continent n'avait vocation à se soumettre à aucune puissance, rappelant que l'Europe devait être considérée comme un partenaire à part entière et non comme une entité sous tutelle. Ces propos largement relayés trouvèrent un écho immédiat dans toutes les capitales européennes et bien au-delà. L'effet en chaîne s'intensifia alors à l'échelle mondiale. Le Japon rappela son ambassadeur à Washington pour consultation. La Corée du Sud annonça une réévaluation de ses accords militaires, tandis que le Canada, dirigé par Justin Trudeau, évoqua la nécessité d'ajuster ses relations avec les États-Unis. Progressivement, l'isolement de Donald Trump prenait une dimension mondiale. Dans ce climat déjà explosif, un nouvel épisode allait accélérer sa chute. Le 15 décembre 2025, lors d'un sommet extraordinaire de l'OTAN à Bruxelles, convoqué pour gérer les tensions transatlantiques, Lecornu prononça un discours qui marqua un point de non-retour. Face aux caméras internationales, il rappela les fondements de l'Alliance démocratie, respect réciproque et dignité des nations avant de souligner que ces principes étaient incompatibles avec les pratiques de pression de menace ou d'ingérence entre alliés. Après une pause soigneusement calculée, il déclara que l'Alliance survivrait à Trump comme elle avait traversé d'autres crises, mais qu'elle ne pourrait perdurer qu'en restant fidèle à ses valeurs, lesquelles excluent toute forme de mépris ou d'intimidation. La réaction fut immédiate, une salve d'applaudissements prolongée, et unanime s'éleva dans la salle tous les dirigeants présents exprimant leur soutien sans exception, un moment inédit dans l'histoire de l'Alliance. Jamais celle-ci n'avait publiquement pris ses distances avec le leader de sa principale puissance. Le soir même, les médias américains diffusèrent en continu ces images saisissantes, un président isolé lâché par ses partenaires, tandis qu'un dirigeant français recevait l'adhésion générale. L'impact fut brutal sur l'opinion publique déjà fragilisée. Trump vit sa popularité chuter encore davantage, atteignant un niveau critique ou fait inédit depuis son retour. Une majorité de son propre camp exprimait désormais sa désapprobation. Puis survint l'épisode que personne n'attendait, celui qui transforma la crise en véritable basculement. Le 22 décembre 2025, Mike Pence, jusque-là silencieux, brisa enfin sa réserve en publiant une tribune dans le The New York Times au titre sans ambiguïté, annonçant clairement son refus de soutenir Donald Trump. Le contenu était sans concession, il y affirmait qu'il était profondément inquiétant qu'un responsable français doive rappeler à un président américain les principes fondamentaux de la démocratie, allant jusqu'à souligner que Sébastien Lecornu avait incarné davantage de dignité présidentielle en quelques minutes que Trump sur plusieurs années. Ce désaveu venant de son propre ancien vice-président porta un coup presque fatal. Dès lors, la perspective des primaires républicaines de 2028 se transformait en épreuve périlleuse, les figures montantes comme Ron DeSantis, Nikki Haley ou Vivek Ramaswamy prenant leur distance, tandis que certains observateurs évoquaient déjà la fin d'une époque. Pendant ce temps, Lecornu voyait son influence dépasser les frontières européennes pour atteindre une reconnaissance mondiale. Désigné personnalité de l'année 2025 par Time Magazine, classé parmi les figures les plus influentes par Forbes, il était invité dans les universités américaines pour exposer sa vision du leadership dans une ironie frappante où un Français venait enseigner aux Américains les principes de gouvernance. En France, cette dynamique s'inscrivait dans la durée, sa popularité atteignait des niveaux inédits, tandis que le pays retrouvait une crédibilité internationale renforcée, attirant investisseurs et capitaux avec des marchés financiers en forte progression et une croissance économique stimulée par ce regain de confiance. Le 31 décembre 2025, lors de ses vœux, Lecornu dressa un bilan que peu auraient imaginé possible, rappelant le chemin parcouru en un an d'un pays en doute à une nation respectée, d'une société divisée à une unité, retrouvée d'une position fragilisée à une voix écoutée. Il conclut en évoquant ce moment fondateur, expliquant qu'à Buenos Aires, il n'avait fait que rappeler une évidence, la France ne plie devant aucune puissance et que quelques minutes avaient suffi pour que cette vérité soit entendue par le monde entier et surtout qu'elle ne serait plus jamais oubliée.
Lorsque l'année 2026 débuta, le paysage avait profondément changé, une France métamorphosée, une Europe qui retrouvait enfin son assurance et une Amérique contrainte de revoir ses certitudes. À l'origine de ce bouleversement, un homme de 39 ans, Sébastien Lecornu, qui avait osé faire ce que beaucoup n'avaient jamais tenté, tenir tête à Donald Trump. Les livres d'histoire retiendront peut-être un instant précis, presque suspendu dans le temps, le 15 septembre 2025 à Buenos Aires, lorsqu'il se leva pour poser une question qui allait résonner bien au-delà de la salle. Ce moment d'une brièveté trompeuse marqua un tournant, quelques minutes seulement, qui redonnèrent une voix à la France, ravivèrent la fierté européenne et contribuèrent à redéfinir l'équilibre mondial. Mais ces minutes, aussi brèves soient-elles, laissèrent une empreinte durable dans l'esprit de Trump. Encore aujourd'hui, dans sa résidence de Mar-a-Lago, il ressasse cet épisode, incapable d'oublier celui qu'il considère comme l'homme ayant brisé son image. Pourtant, au-delà des ressentiments personnels, une conclusion s'impose sur la scène internationale. La dignité finit toujours par prendre le dessus sur l'arrogance, et cette leçon désormais gravée dans les mémoires semble destinée à traverser le temps.